Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles américaines. Nous allons aujourd'hui nous offrir un voyage dans le Midwest américain entre le Wisconsin et l'Illinois. Alors nous allons avoir la chance d'admirer les couleurs d'automne sur le lac Michigan. Et puis nous irons aussi visiter la sublime ville de Chicago. Mais d'ici là, j'ai vraiment hâte de vous présenter mes copines bikeuses de Stilettos on Steel. Vous allez voir, elles sont super sympas. On the road again! Pour son voyage américain, Sophie représente le charme. Qui êtes-vous? I'm Sophie. Sophie? Yes, I come from France. Allez, aux femmes françaises et à Al Capone. Vous êtes les seuls ici à vendre des radis français? Et le savoir-faire à la française. Et voilà. Ça, c'est une bonne baguette. Des rencontres qui vont faire du bruit. Et c'est parti pour la parade. Dans une ville fidèle à sa légende. Bienvenue à Chicago, le berceau du véritable hot dog. Le dessus est super crémeux et les cranberries en bas sont délicieuses. Et ça qui est génial à Chicago, c'est que tu peux avoir une maison, un jardin, un chien et être à 10 minutes du centre-ville. Lequel des deux est le plus flippant? Oui, je suis beaucoup mieux comme ça. C'est la belle vie, hein? La belle vie. Avant de rejoindre Chicago, Sophie fait une pause à Milwaukee avec ses nouvelles amies bikeuses. Alors les filles, pourquoi vous avez voulu qu'on s'arrête ici précisément à Milwaukee? C'est important parce que c'est là que sont nées les Harley Davidson. C'est ici, à Milwaukee, que tout a commencé. Pourquoi elles sont tellement mythiques? Moi j'ai l'image de Brigitte Bardot qui ne reconnaissait plus personne en Harley Davidson. Et pour vous les filles, qu'est-ce que ça représente ces motos? Pour moi, c'est comme une société secrète à laquelle tu te dois d'appartenir. Et tu dois avoir les vêtements, la veste en cuir cool pour conduire ces magnifiques motos. C'est unique. Tu fais partie de quelque chose. Et toi, Sandra? Moi, c'est le rugissement, la sensation, la puissance. J'aime vraiment ça. Et bien sûr, elles sont magnifiques. Ah, c'est génial d'être ici. On s'offre une petite visite rapide là, du musée Harley Davidson. Ouais, c'est un endroit dont nous sommes très fiers. Alors là, c'est vraiment génial parce qu'on voit toutes les Harley Davidson, toute l'évolution de cette moto, année après année. La plus ancienne, tu sais où elle est? Je crois qu'elle est dans la pièce juste là. Tu devrais jeter un coup d'œil. La voilà. Oh, c'est incroyable. La première Harley Davidson de 1903. Regarde à quel point le moteur était simple à l'époque. C'est super qu'ils aient réussi à conserver une moto comme ça. C'est très beau. Tous ces réservoirs là très colorés. Mais de toute façon, les Harley Davidson, c'est vraiment des motos très élégantes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les femmes aiment autant ces motos? Ouais, c'est comme des flacons de vernis à ongles. Tu peux prendre une couleur différente pour chaque jour. C'est très beau, c'est féminin et en même temps c'est masculin. Et l'esprit Harley Davidson? Quand tu conduis une moto, tu as le temps de te découvrir toi-même. Et je pense que toute la légende de ces motos parle du voyage que chacun entreprend. C'est une métaphore de la vie.
super sympa les filles de commencer ce voyage avec vous. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci de m'avoir pris avec vous sur les motos, sur les Harley. Je dois y aller parce que maintenant je vais rejoindre Chicago. Non, reste avec nous. Reste avec nous. Je reviendrai vous voir les gars. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Vous êtes des filles super. Thank you girls, thank you girls. Take care. Thank you girls. Bye bye. Thank you. Bye bye. Elle est vraiment super comme nana. Elle est à peine plus grande que ma botte. Au 19e siècle, pour se moquer des Chicagoans qui vantaient la beauté de leur ville, un journaliste du New York Times la surnomme Windy City, la ville de ceux qui brassent du vent. Pourtant, les Chicagoans ont bien des raisons d'être fiers de leur ville. Avec ses 9 millions d'habitants, Chicago est la 3e plus grande métropole des États-Unis après New York et Los Angeles. Centre économique et culturel de la région des Grands Lacs, le Chicago de la Prohibition est désormais davantage connu pour sa musique blues, sa vie sportive et culturelle. La ville est super, il y a trop de choses à faire, c'est très vivant. J'aime Chicago, c'est ma ville préférée. Et bien sûr que tout le monde ici est fier de Chicago. Mais ce qui frappe d'abord le visiteur, c'est le gigantisme des tours de Chicago. Sur quelques centaines de mètres, sont rassemblés quelques-uns des plus hauts immeubles des États-Unis, comme la Willis Tower, qui avec ses 527 mètres est restée pendant 40 ans la plus haute construction des États-Unis. Un vertige souvent réservé aux grandes entreprises ou aux plus belles suites des hôtels de luxe. Mais le grand public peut également s'offrir cette vue imprenable grâce à quelques attractions renversantes. Dans son bureau caché au pied des tours, l'historien et architecte Tim Samuelson n'a de cesse d'explorer l'histoire de sa ville, de la plus petite à la plus grande. Car Chicago doit sa magnificence à un événement tragique. En 1871, un incendie ravage tout le centre-ville. Aussitôt, des architectes du monde entier vont s'emparer de cet espace à reconstruire et en faire un laboratoire architectural. C'est Chicago en 1898. On y voit bien que la ville est délimitée par les berges de la Chicago River et du lac Michigan qui tournent tout autour de Downtown. Downtown est confiné à l'intérieur, dans cette zone centrale. C'est pourquoi Chicago s'est étalé en hauteur avec l'apparition des premiers gratte-ciel. J'adore parcourir les rues depuis que je suis enfant. Et l'histoire de cette ville est incroyable, parce que vous pouvez réaliser votre rêve et votre inspiration. Cette ville rêvée va très vite attirer des migrants du monde entier venus chercher des jours meilleurs sur les rives des Grands Lacs. Beaucoup de ceux qui avaient quitté la misère en Europe ont trouvé à Chicago un peu du rêve américain, notamment pour ceux qui ont pu s'installer dans les tours flambant neuves du début du XXe siècle. Bienvenue du côté sud de Chicago. C'est différent de tout ce que vous avez entendu jusque-là. Et bienvenue chez moi. C'est mon appartement construit il y a 100 ans, ce qui pour Chicago est très vieux. Mon appartement, croyez-le ou pas, fait 500 mètres carrés, 6 chambres et 4 salles de bain. Chicago est la ville qui a grandi le plus vite au 19e et 20e siècle. Quand Roosevelt était président,
40% de la population étaient des immigrants. Pas des Américains, mais ils le sont devenus, comme mes grands-parents. Joanne est très fière de son quartier de Hyde Park et de son illustre voisin d'autrefois, Barack Obama, lorsqu'il était professeur à l'université de Chicago. Car Windy City est non seulement une ville de sport, d'art et de musique, c'est aussi une terre politicienne démocrate. Hillary Clinton y a grandi et Abraham Lincoln, le président sauveur de l'Union, a longtemps été représentant de l'État de l'Illinois. Comme un clin d'œil, aujourd'hui sa statue vient de prendre place face à un autre symbole du pouvoir, la Trump Tower de Chicago. Bonjour Vincent. Bonjour, Ça va? Comment ça Il va? faut que je vienne. Oh, je t'embrasse. Fais une bise à la française quand même. Ouais, t'es en plein boulot là. Je suis en plein boulot, ouais, on va faire préparer la prochaine fournée. Ouais. C'est un peu l'idée du magasin, c'est de cuire en continu, un peu comme en France, pour que les Américains puissent avoir du pain frais toute la journée. Voilà, est-ce que tu sais que le pain n'attend pas? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner un coup de main pour qu'on fasse quelques baguettes? Mais alors écoute, avec grand plaisir. Bah écoute, casquette. Ouais, qu'est-ce que c'est mon truc? Le pain noir, c'est un pain complet. Nous faisons aussi une baguette aux céréales. Donc comme dans toutes les boulangeries, la pâte est déjà prête à l'avance. Donc là, il n'y a plus qu'à débaquer la pâte. Donc je les retourne, c'est ça? Tu les retournes. Comme ça, on y va. Absolument, comme un pâté de sable. Je suis forte en pâté de sable, regarde ça. Tadam. Tadam. Et ensuite, gentiment, on va les séparer, si on peut. Parfois, elles collent un petit peu. Il faut avoir le coup de main. Est-ce que ça va comme ça? C'est très bien, c'est parfait. Tu pensais, toi, un jour, devenir boulanger quand tu étais plus jeune? Il n'y avait pas de boulanger dans ta famille? Non, absolument pas. J'ai commencé au début par une société de traiteurs à domicile. Ouais. Et puis, petit à petit, on a eu besoin d'avoir du bon pain. Et donc, on s'est étendu vers la boulangerie. Ouais. Et on a démarré comme ça. Et tout de suite, ça a été le succès? Il y avait une vraie clientèle? Il y a eu une clientèle dès le départ, qui était composée essentiellement de francophones. Et puis, ça s'est étendu aux Américains au fil des années et des mois. En dessous. Et voilà. Et voilà. Tu les mets bien à côté des deux autres. Et voilà. Neuf. Tu permets? Ouais, vas-y. Oh, qu'elle est belle. Alors, French baguette. French baguette. Bon, on va pas faire attendre tes clients. Allez, on y va. C'est ça qu'on doit livrer? Ouais, faut que ça arrive chaud. Ok, parti. Tu sais que je suis vraiment très heureuse de découvrir cette ville de Chicago. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, ici? Quand je suis arrivé ici, c'est évidemment là, le centre-ville, le Loop, ce qu'on appelle le Loop, les gratte-ciel et la différence entre le centre en fait et les quartiers urbains. Et ça qui est génial à Chicago, c'est que tu peux avoir une maison, un jardin, 5 chambres, un chien et être à 10 minutes du centre-ville. Mais tu aurais pu t'installer à New York, par exemple, pour faire tes affaires dans la boulangerie. Mais non, tu as choisi Chicago. C'est pas par hasard. Quand je suis arrivé il y a 13 ans, il y avait très peu de restos haut de gamme, on va dire. C'était surtout des bistrots. Et il n'y avait pas de boulangerie française. Et du coup, j'ai décidé de me lancer là-dedans à ce moment-là. On a une connexion particulière avec les chefs. Ils nous expliquent les produits qu'ils souhaitent mettre sur la table de leurs clients. Et donc c'est là où on va faire une petite livraison. On va aller faire une livraison exactement de pain dans un restaurant qui s'appelle Next. C'est juste au coin de la rue. Donc là, on va avoir chef Dan, qui est exécutif chef de Next depuis 2 ans maintenant. Ok. Par là? C'est par là. Hello. Bonjour chef. I'm Sophie. Enchanté. Nice to meet you. Voilà le pain français. Merci beaucoup. Le pain de Vincent est le meilleur de Chicago. Nous le servons avec les plats français que nous avons à la carte. C'est vraiment un plaisir. La qualité est constante, il a un super arôme, il arrive toujours fraîchement sorti du four.
Vous savez que pour moi, le pain français, un bon pain français, c'est un pain qui a un bon son. Vous saviez ça, vous? Non, quels sont? Voilà, ça c'est une bonne baguette. Ah oui, absolument. Et maintenant, ta vie, c'est vraiment le business ou tu as quand même un peu de temps libre pour profiter de cette jolie ville? Alors, il y a une expression américaine, on dit Chicago, c'est la ville qui travaille. Et c'est pas qu'une expression, c'est vrai. En fait, ça s'explique principalement à cause du décalage horaire avec New York. Empiriquement, les gens voulaient faire des affaires avec la côte Est et ils étaient obligés de se lever 1 heure plus tôt pour être synchro avec New York. Tu vois Sophie, là on est sur Fulton Market, c'est le centre du quartier des abattoirs. Historiquement, il n'y avait que des entreprises qui faisaient de la viande en gros ou du poisson. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, ça a déjà changé. On voit bien la différence entre, à gauche, tous les nouveaux magasins, tous les restaurants qui viennent de s'ouvrir. Et à droite, on a encore des entrepôts. Certains sont inoccupés, d'autres sont en construction ou en phase de remodeling déjà. Et ça, c'est vraiment typique de ce quartier. Hop. Ouais, on est bien dans des abattoirs là. Ah oui. Hello, how are you? Hello, I'm Sophie. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On est là dans un des plus vieux quartiers de Chicago? Oui, absolument. À l'époque, les lignes de chemin de fer convergeaient toutes ici, avec des trains chargés d'animaux vivants en provenance de toute la région. La viande était traitée, puis redistribuée dans tout le pays. Ce qui est très spécial, c'est qu'ils ont une section là-bas, juste derrière nous, qui est ouverte au public. Et les restaurateurs, comme n'importe quelle personne, peut venir ici faire ses courses, acheter un porcelet entier ou un agneau, faire un méchoui le week-end. Et je trouve ça assez magique. Bon, bah alors du coup, on va les visiter? Oui, bien sûr, venez. Ah, c'est impressionnant. T'as vu les carcasses de porc, là? Ça aussi, c'est un décor de film. Hein. Oui, un film a encore été tourné ici. Je me souviens plus très bien du titre. Ils ont accroché un cadavre sur des crochets. Ah la vache. C'était le méchant. Ah bon, d'accord. C'est un de ces films sur la mafia. Ah, voilà. Et ouais, on est à Chicago. Tous les habitants de Chicago vous le diront, la véritable Amérique est ici. Et le meilleur hot dog du pays, c'est à Chicago qu'on le prépare et nulle part ailleurs. Ça n'est pas un hasard si l'on y dénombre près de 8000 points de vente de hot dog. C'est bien plus que tous les restaurants de toutes les chaînes de fast-food réunies. Doug est reconnu comme le spécialiste du hot dog à Chicago. Bonjour. Bienvenue à Chicago, le berceau du véritable hot dog. Il en connaît les meilleures adresses et ce n'est pas pour rien que depuis plus de 30 ans on le surnomme Hot Doug. Bonjour, je voudrais 2 Chicago Dog avec tout, s'il vous plaît. Sur place ou à emporter? Sur place. Ok, $6,20. Merci beaucoup. Je suis le roi du Chicago Dog. Je peux m'asseoir en face de vous? Oui, bien sûr. Ça a l'air pas mal. C'est le meilleur. C'est excellent. Chicago s'est fait connaître pour le hot dog pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est la capitale du bœuf pour tout le pays. Et vous aviez beaucoup d'émigrés d'Europe de l'Est chez qui la saucisse fait également partie de la culture. En fait, le hot dog, c'est l'histoire de Chicago. C'est les abattoirs, les immigrés, comment la ville a grandi, et c'est vrai aussi qu'ils en mangeaient pour survivre. C'est une grande histoire finalement. Et en plus, c'est délicieux. Pour trouver un restaurant servant le Chicago Dog dans les règles de l'art, inutile de courir. Toutes les enseignes mettent un point d'honneur à respecter la recette. Une recette qui ne tolère aucune modification, ni à peu près.
Au Portillo's, l'un des plus anciens restaurants à hot-dog de la ville, on en prépare plus de 1000 par jour. La recette traditionnelle du Chicago Dog commence avec un petit pain doux au pavot. On va y mettre la saucisse de bœuf cuite à la vapeur. On continue avec de la moutarde jaune américaine, juste comme ça. Puis du poivron vert haché, des oignons hachés, 2 fines tranches de tomates, du sel de céleri pour le goût, un cornichon américain et 2 petits piments. Voilà la vraie et seule recette du Chicago Dog. Dans la recette originale, on ne met jamais de ketchup. Avec une seule recette et autant de concurrence, pas facile de se distinguer. Certains misent sur un décor très travaillé et sur le service, d'autres misent sur l'accueil réservé aux clients. Au Winner Circle, on vient autant pour le hot dog que pour se faire hurler dessus et insulter par une mère et sa fille. Oreille chaste, s'abstenir. Laisse-moi faire mon p*** de boulot. Donne-moi 10 $. Ça, c'est pour le gros. Allez, Manuel. Voilà, ta. Allez, passe une bonne soirée, une très belle nuit, gros. Merci, sale. Le meilleur moment pour manger un Chicago Dog, c'est juste avant un match de baseball, surtout quand les Cubs s'apprêtent à remporter une victoire historique. Une victoire que les fans attendent depuis 108 ans. C'est un grand jour. C'est probablement le dernier match. On va sûrement aller au World Series. On attend ça depuis plus de 100 ans. Oui, ce soir, on va enfin devenir les champions. Ce soir-là, les Cubs ont rompu une malédiction qui pesait sur eux depuis des lustres, lorsqu'un spectateur refoulé du stade avec sa chèvre avait juré que plus jamais les Cubs ne gagneraient. Un petit sourire, et voilà, vous êtes parfait. Chicago, comme beaucoup de villes industrielles du 19e siècle, utilisait très souvent les rivières comme des égouts. Vers 1860, l'eau de la rivière Chicago était devenue toxique et se déversait dans les lacs. Mais à l'époque, les ingénieurs des affaires sanitaires de la ville n'ont pas décidé d'améliorer la qualité de l'eau, mais plutôt de faire en sorte que la rivière coule en sens inverse. Donc entre 1880 et 1890, des travaux colossaux ont été entrepris pour mener à bien ce projet. Et depuis, cette rivière coule vers l'ouest. Ça va Vincent? Je viens de faire une super balade dans Chicago. Tu vas bien? Bah absolument. Donc là on est au Green Mill. Ah, cet endroit magique, je voulais absolument te faire découvrir. Oui, le fameux moulin vert. Bonjour, comment allez-vous? On s'assoit? Ouais, merci. On peut s'installer avec vous?
Je m'assieds au milieu. Allez, c'est vous le patron, allez-y. Pourquoi ça s'appelle comme ça ici? Ça s'appelle le Moulin Vert à cause du Moulin Rouge. Voilà. Le premier propriétaire, en 1903, était allé à Paris, au Moulin Rouge. Il voulait ouvrir un bar à Chicago, mais ne voulait pas trop faire allusion au quartier rouge. Il a donc appelé le Moulin Vert. Mais c'est bien à cause de vous, les Français. Et qu'est-ce que vous prendrez? Hey, viens, Nick. Tu sais que tu es à la place d'Al Capone, là. Il venait ici pendant la Prohibition dans les années 20, quand son associé Jack McGurn, dit la mitraillette, était le propriétaire. Il y a encore parfois des types pas nets qui traînent ici, mais on ferme les yeux. Je suis sûre que vous pourriez écrire un livre sur l'histoire du Green Mill, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Oui, il y a eu un tas d'histoires. À l'époque où les studios de cinéma qui produisaient des films muets étaient juste à côté d'ici, l'acteur Wallace Beery, qui tournait un western, venait à cheval pour boire un coup. Merci beaucoup, Nick. Thank you very much. Alors, ça c'est une vraie boisson de gangster, parce qu'il faut rajouter ça dans la bière, c'est ça? Non, ça se boit comme ça. Ah mais non, mais je vais pas y arriver. C'est pas possible. C'est la boisson officielle de Chicago. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Ah ouais. Ouais. Allez, aux femmes françaises et à Al Capone. Merci. Oh mince. Je vais boire un petit peu de bière. Tu sais, quand les gangsters venaient ici, il leur fallait un moyen de s'échapper. Donc il y avait une trappe derrière le bar, ils descendaient dans des pièces pour faire la fête, et s'il y avait une descente de police, ils étaient prévenus. Ils sortaient par des tunnels et se retrouvaient dans la rue. Non. Et la trappe, elle existe toujours? Oui, bien sûr, juste derrière le bar. Viens voir, suis-moi. La trappe secrète. Ah ouais. Entrez. Même la caisse enregistreuse, elle date, hein? Bienvenue. I have a reservation. My name is Sophie. Nous vous attendions, mademoiselle Joyard. Votre chambre est prête. Passez un bon séjour. Thank you. Thank you very much. Chaque mois d'octobre, des citrouilles-lanternes, des sorcières et autres fantômes éclairent la nuit de Chicago de leurs sourires grimaçants. La fête d'Halloween, importée par les migrants irlandais et écossais, est aujourd'hui très populaire aux États-Unis. Le 31 octobre, des milliers d'enfants costumés arpentent les rues de Chicago à la recherche de friandises. C'est le trick or treat, des friandises ou un sort. Trick or treat, trick or treat, thank you. Trick or treat, thank you. C'est mon jour préféré. Et comme vous n'êtes pas costumé, vous devez me souhaiter un heureux anniversaire, merveilleuse sorcière.
And a one and a two. Happy birthday to me. Happy birthday. Je ne t'entends pas. Happy birthday to me. Happy birthday, beautiful witch. Happy birthday to me. Il ne reste plus rien de l'ancien culte celte de Samhain qui marquait la fin de l'année et le début d'une ère nouvelle. Aujourd'hui, seul demeure l'aspect festif, et les marchands ne reculent devant rien pour assouvir l'appétit des Américains en matière de fête. Oui, je suis beaucoup mieux comme ça. Entre les citrouilles, les déguisements, les bonbons et les décorations, les Américains dépensent chaque année 7 milliards de dollars pour Halloween, soit 62 $ par personne. Lequel des deux est le plus flippant? Ce magasin de costumes, le deuxième plus grand des États-Unis, enregistre 30% de son chiffre d'affaires durant le seul mois d'octobre. Il faut dire qu'il reste alors ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons un large éventail de 900 panoplies de styles très différents. On a une très grosse sélection de maquillage. On travaille d'ailleurs pour les films et le théâtre. Des choses comme ça. Nous faisons aussi beaucoup de masques et perruques. Nous avons dans cette pièce 23 000 masques et perruques. Pour faire toutes sortes de personnages et créatures, nous avons tout. Ça va, mon vampire préféré? Ça va. J'essaye, mais j'arrive pas à parler. Je vais pouvoir voir ton sang à présent. Une fois sa tenue choisie, il ne reste plus qu'à la montrer. Et là, il n'y a que l'embarras du choix. Chaque quartier, chaque association organise sa parade d'Halloween, souvent pour se faire connaître, voire pour soutenir un parti politique. Buzz l'éclair, prêt pour le sauvetage. Si c'est une fête, tu plaisantes. C'est génial. C'est l'unique occasion pour un gars comme moi de pouvoir sortir et s'éclater. Si tu vois des fantômes, appelle-moi. Cette fois, la parade organisée par la ville de Chicago se déroule au cœur de downtown, au pied des plus hautes tours de la ville. Mais pour ceux qui préféreraient une ambiance plus rurale, il suffit de se rendre dans l'une des nombreuses fermes qui, durant quelques semaines, se transforment en parc d'attractions. Celle de Jeremy Bengtons est l'une des plus grandes de ce type aux États-Unis. Ouverte seulement durant quelques semaines, elle offre aux visiteurs 1001 attractions centrées autour de la citrouille et ne désemplit pas pendant 40 jours. Je pense que malgré toutes nos technologies, les gens aiment toujours passer du temps en famille. C'est l'occasion de sortir dans la nature, surtout que la plupart des gens habitent en ville. Et donc ça leur permet de visiter une ferme, les champs, de replonger dans cet esprit typiquement américain dans lequel ils ont grandi. Ils voient comment vivent les fermiers et retrouvent leurs racines. Une étude révèle que 64% des Américains célèbrent Halloween, soit 157 millions d'habitants. Loin de faire peur, ce chiffre redonne le sourire à beaucoup de commerçants. Put your tripod over here.
Tu me vois bien? Vous voulez être dans mon émission? Oui. Venez par ici, c'est magnifique. Asseyez-vous là. Ici Ben Hollis pour mon talk show en direct du stade de Wrigley. Je reçois aujourd'hui... Ted Johnson. Bonjour monsieur. Comment ça va mon pote? Bien, très bien. Que faites-vous ici aujourd'hui? Ma femme est une grande fan de baseball. Elle aime le baseball plus que moi. Et on est là pour voir ce magnifique stade, l'un des plus vieux des États-Unis. Et que faisiez-vous avant d'être à la retraite? Chauffeur de camion pour Nestlé. Vous avez transporté beaucoup de chocolat? Oui, et plein d'autres choses. Ted, vous avez été un super invité. Merci de rien. Merci mon pote, prends soin de toi. Et voici ma nouvelle invitée, une jeune femme qui est juste là. Venez, allez. Asseyez-vous. Vous devez être fan des Cubs. Qui êtes-vous? Sophie. Sophie? Yes, I come from France. Oui, ça s'entend un peu. Oui, sorry. Pardon pour mon accent, c'est vrai que j'ai un accent très très français. Oh oui, oui. Et alors, je suis moi aussi curieuse et je voudrais vraiment savoir qui vous êtes, vous. Je m'appelle Ben Hollis et je tourne un talk show en direct. Et avant, j'avais une émission sur la chaîne 11 qui s'intitulait Wild Chicago, Chicago sauvage. Les gens me connaissent pour ça, d'où la tenue safari et le chapeau. Je fais découvrir des lieux hors des sentiers battus de la ville de Chicago. D'accord, je peux rester avec toi parce que je serais quand même curieuse de découvrir le Chicago sauvage. Viens avec moi, allez, Okay, allons-y. Alors, comment tu ranges ton bureau? Ah oui, il se démonte. Ok, génial, c'est super pratique. Attends, je vais t'aider. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vais te montrer le Chicago sauvage. Ce que je veux dire par sauvage, c'est à l'écart des lumières du centre-ville, loin de Michigan Avenue. Wild s'écrit W-I-L-D. Et pour moi, ça signifie What I Love Doing, ce que j'aime faire. C'est le nouveau Wild. Et tu parles de quoi alors avec les gens quand tu t'installes comme ça dans la rue? Ma question préférée est qu'est-ce que ça fait d'être dans tes baskets? La personne est obligée de réfléchir à ce qu'elle va répondre. C'est très différent de comment ça va. Et je dois avouer que j'adore ça. Alors maintenant, Ben, j'aimerais bien te voir en situation, un peu en improvisation dans une boutique. Tu serais d'accord? Oui, improvisation. Allons-y, j'ai ma caméra. Voici une boutique cool, Akira, rentrons et je te fais une démo. Alors voilà, je commence comme ça. Salut les filles. Bonjour, où êtes-vous? Bonjour. Qui êtes-vous? Venez là. Quel est votre nom? Je m'appelle Paulina, je suis responsable de ce magasin. Que signifie Akira? C'est un monstre dans un film d'horreur japonais? Non, mais c'est un film d'animation japonais. C'est quoi votre spécialité? Montrez-moi un peu. Oui, alors voici notre collection de chaussures. Nous voulons que les femmes de Chicago se sentent superbes. Nous vendons tout ce qu'il faut pour être à la mode à des prix raisonnables. Sophie, viens avec nous. Heureuse de te rencontrer, Sophie. Tu sais, pour Ben, c'est important de montrer un autre visage de Chicago. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? Je dois avouer que je suis une fan de la première heure. Pour mieux connaître Chicago, assise dans mon canapé, il me suffit de regarder son émission. Il y a des années, j'ai vu un épisode sur Wally Mammoth, une boutique à côté d'ici. J'habite dans le quartier depuis 16 ans. Je n'étais jamais entrée dans cet endroit avant de le voir dans son émission. Je veux voir ça, je veux voir Woolly Mammoth. Tu veux y aller? Je t'y emmène. Thank you very much. Your name again? Paulina. Paulina. Thank you. And that's a wild time right here. Woohoo! Tu sais, dans mon émission, je me déplace toujours en courant. J'essaye de te suivre. Voilà, on est arrivé au fameux Woolly Mammoth. Ça fait un peu peur, cela dit. Ok. Le mammouth laineux.
Tu le fais très bien. Tiens, il y a Adam, c'est le patron. Salut. Salut Ben, ça va? Explique-lui un peu cet endroit. Je ne peux pas le faire, c'est trop dingue. Ah oui, c'est sûr que j'ai besoin de quelques explications parce que cet endroit est quand même très particulier. Hein. Oui, c'est une sorte de magasin d'antiquités éclectique et étrange. D'accord. Et je vais vous montrer quelques pièces. C'est par ici. Il faut que tu m'expliques le nom, hein, déjà. Woolly Mammoth. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ah, il y a des tas de raisons. D'abord, on aime les animaux préhistoriques. Mais c'est surtout cette idée de faire renaître quelque chose du passé, de leur donner une deuxième vie. Il y a plein de raisons, mais c'est aussi parce que c'est une mascotte hyper cool. Comment t'as réussi à réunir tout ça et ça vient d'où exactement? On a beaucoup de matériel pédagogique. Mais c'est justement ce qui est intéressant. Par exemple, je te présente Sheila. C'est un squelette articulé complet de femme. Elle était dans un pensionnat de garçons. Puis elle a été achetée par un collectionneur. Et là, je l'ai rachetée. Maintenant, elle fait partie des curiosités de Woolly Mammoth. D'accord, ok. Ah, moi, il y a une pièce que j'aime beaucoup. C'est quand même ce castor volant. Il faut quand même que tu m'expliques. Ah, ça? C'est un de mes préférés. C'est Super Castor. Il était présenté sur des rondins, comme s'il nageait. En changeant son support et en y ajoutant une cape, on obtient un Super Castor. C'est vraiment une super pièce. Avant que tu partes, il faut absolument que je te montre un truc. Tu ne peux pas rater ça. Ah! Magnifique! Merci, hein? Je t'en prie. Sophie, voici Montrose Beach. Si je te dis plage, tu penses à des gens qui bronzent et se baignent. Mais là, c'est une plage réservée aux chiens. Une plage pour chiens? Ah, ça, c'est original. La plage numéro 1 pour chiens aux États-Unis. Magnifique. Mais en plus, quand tu parles de plage, on pense à la mer. Mais là, à Chicago, on n'est pas au bord de la mer. On est au bord du lac Michigan. Et là, c'est un peu comme une mer intérieure. Hein? Oui, tu ne peux pas voir l'autre rive. On se croirait au bord de la Méditerranée. C'est stupéfiant. Et ça surprend chaque personne qui pense bien connaître Chicago. C'est une vraie surprise. Chicago est magnifique. Ah, il y a des propriétaires de chiens apparemment. Hello. Hello. Bonjour. I'm Sophie. Hello, how are you? Hello. Angela. Comment ça va? Hello, Angela. Where's your dog, Angela? Où est ton chien? Alors voici cumin et coriandre. Les Spice Boys. C'est quand même assez original quand même de trouver une jolie plage comme ça pour les chiens. Ici, c'est le paradis des chiens. Oui, c'est un vrai coin de paradis pour eux. Ils sont libres, ils peuvent courir, il n'y a pas de barrière, ils peuvent aller dans l'eau, nager. C'est très relaxant et calme ici. C'est un super spot, même si tu n'as pas de chien. Je ne m'intéresse pas seulement aux endroits, mais aussi aux gens. Et ce qu'ils se cachent à l'intérieur. Alors parle-moi de toi. Je m'appelle Angela, je suis infirmière aux urgences et quand je sors de ma garde de 12 heures à l'hôpital de Chicago, et vous savez le genre de violence qu'on peut avoir ici, c'est merveilleux d'avoir ce genre d'endroit pour décrocher et se vider la tête. Ici, il n'y a ni discrimination, ni tension raciale. Pas de jugement sur ton orientation sexuelle. Les gens ici sont ouverts et les chiens nous rapprochent. J'aime donc venir pour eux, mais aussi pour moi. Merci beaucoup, Ben, de m'avoir fait vivre cette expérience un peu sauvage. Ah, la sauvage, c'est moi. Merci pour tout. Thank you. Le lac Michigan est bordé par 4 États américains, l'Illinois, l'Indiana, le Michigan et le Wisconsin. Le nom Wisconsin provient d'un mot indien, Chippewa, qui signifie « lieu où il y a de l'herbe ». Mais lorsque l'on prend de l'altitude, le nord de cet État se révèle comme une terre baignée de marais, de rivières et de lacs. Une terre propice à la culture d'un fruit que l'on ne trouve qu'en Amérique du Nord, la cranberry. Comme son père et son grand-père avant lui, Ed est producteur de cranberry dans la région de Tomah. Et une part de son travail consiste à gérer les énormes quantités d'eau nécessaires à ces cultures.
Ici, le climat est idéal. La cranberry a besoin de 3 choses essentielles. De l'eau, beaucoup d'eau, d'une terre acide et d'un sol sableux. Il y a plusieurs régions qui ont des caractéristiques identiques, comme le Massachusetts sur la côte Est. Et dans l'État de Washington, il y a beaucoup de cultures de cranberries également. En automne, le Wisconsin se part d'une incroyable palette de couleurs. L'image la plus spectaculaire reste celle de ces parcelles couvertes de cranberries rouges écarlates. Une image qui fait souvent croire au grand public que ce fruit pousserait dans l'eau. Il n'en est rien. Cette baie pousse bien sur un arbuste en pleine terre. L'inondation des parcelles n'intervient que pour en faciliter le ramassage. C'est ce qu'on appelle la récolte au filet. Les baies sont détachées des arbustes par une sorte de moissonneuse et comme chaque cranberry contient 4 bulles d'air, elles remontent naturellement à la surface de l'eau. Ils sont en train de concentrer les fruits dans un grand cercle. Ils injectent de l'eau pour repousser le fruit plus loin du bord. C'est vraiment le meilleur moyen pour récolter le fruit sans l'abîmer. Toutes les cranberries sont rassemblées dans un grand cercle pour être aspirées par la pompe. Ça, c'est la pompe pour aspirer les fruits. Elle avale les cranberries et l'eau en même temps. Ce qui facilite le transport du fruit sur ce tapis. Ensuite, l'eau tombe avec les impuretés et les feuilles dans ce camion. Les bons fruits tombent, eux, dans l'autre camion, puis vont directement à l'usine pour être transformés en fruits séchés ou en jus de fruits. De septembre à fin octobre, un balai de camions chargés des précieuses baies rouges parcourt la campagne en direction de l'usine de traitement. Les cranberries y seront lavées, congelées ou réduites en jus, en poudre ou en fruits séchés pour être expédiées aux 4 coins du monde. Bien avant l'arrivée des premiers colons européens, les sorciers guérisseurs amérindiens l'utilisaient déjà en cataplasme pour aspirer le poison des blessures causées par les flèches ennemies. Dans cette région des États-Unis, la cuisine a depuis toujours intégré cette baie dans ses recettes. Hey Paul, tu peux me donner des cranberries? Merci. Je vais faire un dessert aux cranberries, un clafoutis. Lisa Potter est femme de producteur et une cuisinière émérite connue dans tout le comté pour ses délicieuses recettes à base de cranberries. Des recettes qu'elle tient de sa famille. Il faut dire que chez elle, on cultive des cranberries depuis 6 générations. C'est vraiment une tradition familiale de tout cuisiner avec ce fruit. La grand-mère de mon mari avait plein de recettes qu'elle avait consignées dans un cahier spécial. On fait des sauces, des gâteaux, un genre de pudding avec une sauce au caramel. On met aussi des cranberries dans des boulettes de viande ou des plats de viande. Les gars qui travaillent dans les champs, quand j'ai le temps, je leur fais un petit déjeuner. Ils aiment les muffins aux cranberries, le matin particulièrement parce qu'ils commencent très tôt. En quelques minutes, Lisa réalise un clafoutis succulent. L'utilisation traditionnelle du cranberry est surtout de servir de condiment avec la dinde servie au moment de la fête la plus importante pour les Américains, Thanksgiving. Oh, magnifique! Bien que cette affirmation soit sujette à caution, on prête également de nombreuses vertus curatives à la petite baie venue du Nord. Le dessus est super crémeux et les cranberries en bas sont délicieuses. J'adore le clafoutis.
Ça devrait aller comme ça, non? Tu veux pas prendre des oignons rouges? Ils sont pas terribles, ça ira comme ça. Hi. Nice to meet you. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'accueil. Hello. Enchanté. Nice to meet you too. Elle est très jolie la route quand on arrive ici. Ça me fait penser à un de mes films préférés qui s'appelle Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Hein, avec Meryl Streep. Je l'adore aussi. J'adore le livre, c'est tellement romantique. C'est un truc pour nous, pour les filles. Ah ouais, j'adore. Enfin bon, bref. En tout cas, je suis à 2 pas de Madison et je suis très heureuse d'être ici dans ta ferme. Je vois qu'il y a du boulot aujourd'hui. On se prépare pour le marché. Le marché fermier de Madison où on vend nos légumes. Quels sont les légumes que vous produisez ici? On a de la laitue rouge, des carottes, des poivrons verts et des oignons rouges. Ils sont magnifiques vos légumes, hein? J'en reviens pas de la taille des radis, franchement. C'est des radis XXL. Et vous travaillez toujours tous les deux? C'est une affaire de famille ici? Ouais, on travaille en famille. Et tu travailles toujours avec le sourire? Oui, toujours. Sur mon tracteur, j'ai toujours le sourire. Sophie, t'es équipée? Ah oui, elles sont très sympas tes bottes. Oui, elles sont sexy. Il faut écarter les feuilles et repérer des têtes de radis qui sortent et qui sont bien grosses. Ok, d'accord. Regarde, celui-là, il est pas mal, non? Ça, c'est parfait. Ok les filles, on va cueillir des fleurs maintenant. Au début de la saison, on avait 40 000 tournesols. Chaque semaine, on en vend beaucoup sur le marché. Jaime ne voudrait faire que ça. Ok, je vous prépare les couteaux. Fais attention à tes doigts, ils coupent hyper bien. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? 20 ans? 21 ans. Son frère travaillait pour mon père. Ok, voilà le tien. Et puis je l'ai rencontré dans les champs, comme ça. 3 ans plus tard, j'ai acheté cette ferme. Et je lui ai dit, Jaime, veux-tu travailler avec moi? Oui. Et il est donc venu travailler avec moi. Et 2 ans plus tard, on était mariés. Donc on se connaît depuis 27 ans. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Pourquoi tu as eu envie de vivre et cette aventure professionnelle et personnelle alors avec lui? C'est un homme bien, c'est un homme fabuleux. Il a un grand cœur. Je vais pleurer. Tu sais, on dit toujours, derrière la colline, il y a de l'herbe verte pour toi. Dieu m'a fait croiser sa route. Et voilà, on a une belle vie ensemble. Et tu es d'où exactement? Zacatecas, Mexico, au sud de la ville. J'ai grandi dans une famille de 12 enfants. La première fois que j'ai mis des chaussures, j'avais 14 ans. C'était dur. C'était ça ma vie avant. C'est pour ça que j'apprécie ce que j'ai aujourd'hui. Ma vie a beaucoup changé. D'abord, tu fais comme ça. Attendez. Allez, coup de main. On en met 5 ou 6 par bouquet. Voilà, cut yourself. There you go. Voilà. Magnifique. T'as vu? Il y a encore une petite abeille. Une abeille endormie. En espagnol, on les appelle mirasol. Et en dialecte mong, on dit panouli. Panouli. Ok. Oui, il y a beaucoup de vendeurs sur le marché qui sont Hmong, des réfugiés vietnamiens de l'époque de la guerre du Vietnam. Environ 25% des marchands que tu verras demain sont originaires du Vietnam.
Salud, Jaime, salud, ok. Je crois que c'est vraiment le meilleur moment de la journée, là, non? Oui, c'est le meilleur, quand on a fini le travail. Alors, j'ai vu qu'avec ton mari, vous travaillez vraiment dur tous les deux. Et puis, je crois qu'il y a un de tes fils, hein, c'est ça, qui est fermier aussi. Est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être un jeune fermier, de se lancer dans l'agriculture comme ton fils? C'est difficile, très difficile d'être un jeune agriculteur aux États-Unis. Il est quasi impossible d'obtenir un prêt. C'est un boulot dur et ingrat. Mais c'est nécessaire. Il faut bien manger, et tout le monde mange. Heureusement, les gens de la région aiment la bonne nourriture. Depuis environ 20 ans, il y a un courant de prise de conscience du rapport entre notre nourriture, notre santé et tellement d'autres choses. On se fait attaquer par les moustiques, là. Si on allait cuisiner à l'intérieur. Oui, tous aux abris. Ah, j'ai hâte de les goûter, ces radis. Je peux attendre. Oui, goûte-en. Dis-moi. Ils sont bons, hein? Ils sont très doux. Parfait. Est-ce que tu sais comment on appelle ça en France? Un radis. Radis. Un radis. Oui, c'est ça, radis. C'est ça. Un radis. Ça sonne plus italien, non? Le dîner est prêt. Tu veux un peu de celle-ci? J'aime beaucoup celle-là. Alors, à quelle heure on se réveille demain matin pour aller au marché? Je pars à 7h30. Donc, en général, je charge mon camion vers 7h du matin. Ça va encore. On sait bien, on va aller se coucher tôt, hein. Le samedi, c'est 5h30. C'est beaucoup trop tôt. Je suis ravie de faire le marché le mercredi. On se lève moins tôt. Ok. Voilà où tu peux dormir. C'est notre chambre d'amis. Oh, merci. Si tu as besoin de couverture supplémentaire, tu en as dans le placard. Parfait, merci. Buenas noches. Voilà. Je suis prête à jouer à la marchande. French radish. French radish. There you go. C'est parti. Radis français. Radish with a French touch. Come on. C'est par ici que ça se passe. Vous êtes les seuls ici à vendre des radis français? Oui, non, mais il y a une raison particulière, c'est parce que je suis française et que j'ai aidé Nathalie. Et donc, ils viennent de France. Non, tous ces radis viennent du Wisconsin, mais ils ont le goût de la France car elle les a récoltés. Exactement. $3. Et voilà pour vous, merci. Viens Sophie, je vais te présenter mon père. Son papa. Salut papa. Voici Sophie. Hello, nice to meet you. Voici mon père Jerry. Ça fait 40 ans qu'il vend des légumes au marché. Un sacré bout de temps. J'étais jeune à l'époque. On avait l'habitude de venir ici ensemble. J'installais les tables et elle vendait les légumes à l'âge de 16 ans. Ah là là. Dites-moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, qui produit les meilleurs légumes? Vous ou votre fille? C'est pareil. Ah. On est les mêmes, on travaille de la même manière. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ma chère Nathalie, j'étais ravie de faire ta connaissance. Merci. Et embrasse Raimé pour moi. Hein. Ok, take care, take care. Bye bye. Merci. Merci, c'était un plaisir. Thank you. Bye bye. Des chalets en bois ornés de géraniums, des drapeaux suisses et un air de corps des Alpes résonnant au loin. On se croirait dans les Alpes, mais nous sommes bien dans le Wisconsin. New Glarus est une petite Suisse au cœur de l'Amérique. En ce temps-là, dans le canton de Glarus en Suisse allemande,
La vie était très difficile. Vers les années 1840, les gens qui travaillaient dans l'industrie du textile n'avaient plus de boulot. Et le gouvernement du canton les a encouragés à émigrer vers le Nouveau Monde. Ainsi, autour des années 1845, les premiers Suisses ont fondé ce village. À cette époque, c'était juste la campagne avec une rivière et des jolies collines où ils pouvaient construire leur maison. Pendant tout le XXe siècle, d'autres ressortissants helvétiques vont venir grossir la communauté de New Glarus, amenant avec eux leur architecture, leur musique ou leur cuisine. Et très rapidement, le petit village va devenir une attraction touristique, au risque de perdre un peu de son authenticité. Je suis né en Suisse. J'ai émigré aux États-Unis et je suis arrivé à New Glarus. Je suis ici depuis 1963. Il y a maintenant 4, 5, 6 générations qui sont passées. Nous essayons de garder notre langue suisse-allemande et notre architecture suisse. Et les Suisses sont loin d'être les seuls Européens à avoir posé leurs valises dans les campagnes du Wisconsin. À quelques kilomètres de New Glarus, le village de Mount Horeb est lui un bastion scandinave, autoproclamé capitale mondiale des trolls. Tu vois, il a une queue. Des fois, ils en ont, des fois pas. Tu connais les trolls? Oui, des fois, ils peuvent bouger. Ils peuvent bouger, oui. Et où est-ce qu'ils vont? Là, au-dessus, sur le porche. Et ils font peur? Oui, ouais. Mais moi, je n'ai pas peur. Chez nous, les gens sont très fiers de leurs origines norvégiennes. Et on veut garder ça dans toutes les petites choses du quotidien. Le Middle West est vraiment un gros mélange. Moi, je suis norvégienne et mon mari, lui, est polonais. Ma mère est d'origine allemande. Le Middle West n'est qu'un gros mélange, en fait. À la fin du 19e siècle, 75% des habitants de Mount Horeb étaient des Norvégiens ayant fui la vieille Europe pour des conditions de vie meilleures. Très vite, les autres peuples scandinaves vont leur emboîter le pas. Des Finlandais, Danois ou Suédois qui, 100 ans plus tard, sont toujours très attachés à leur culture. Ce jour-là, une cinquantaine de personnes s'entraînent aux danses suédoises ou au nikkelarpa, un instrument typiquement suédois. C'est un très vieil instrument que l'on retrouve déjà sur des peintures du XIIIe siècle. Je viens à l'école de musique du Folklore Village depuis 1997. Donc ça fait longtemps que je viens ici pour danser et jouer avec des gens de partout en Scandinavie. Et c'est à ça que je consacre mon temps maintenant. Avec son Polish Village, abritant plus d'1 million de personnes originaires de Pologne, on entend souvent dire que la plus grande ville polonaise après Varsovie serait Chicago. Une impression renforcée par le fait que dans certains quartiers, l'anglais est moins parlé que le polonais. La ville compte d'ailleurs plusieurs journaux et radios en langue polonaise. To Falradia 1080 AM, protesty w Jefferson Park w naszym mieście Chicago. Beaucoup de gens qui viennent de Pologne aux États-Unis vivent dans un petit village polonais au cœur de Chicago. Beaucoup d'entre eux ne lisent pas les journaux en anglais ou n'écoutent pas la radio en anglais. Aussi, le matin, avant d'aller au travail, ils écoutent la radio en polonais et peuvent savoir ce qu'il se passe à Chicago et dans le monde, ainsi que dans la communauté polonaise d'ici.
Ici, c'est tellement la Pologne que même les panneaux d'indication, pour savoir si vous pouvez vous garer ou non, sont écrits en polonais, comme vous pouvez le voir ici. Daniel Pogozelski est un écrivain et journaliste polonais né à Chicago. Si aujourd'hui il se sent plus américain que polonais, comme beaucoup de ses compatriotes, Daniel reste très attaché à tout ce qui renforce ce sentiment d'appartenance à la Polonia, nom donné à la diaspora polonaise dans le monde entier. No, witaj Ania. Cześć. No, zawsze miło. Nous sommes au cœur du village polonais de Jakowo. Et ici, nous allons rencontrer Madame le maire de Jakowo, qui est juste là, connue pour son restaurant, le buffet de la pomme rouge, Anna Ebal. Je vais essayer de vous convaincre avec mes madeleines franco-polonaises. Chicago est un melting pot culturel. Et j'espère que ce que l'on sert ici, c'est la quintessence de l'Europe. Si tu demandes à n'importe qui en Pologne s'il aime l'Amérique, oui, complètement. Ils aiment tous l'Amérique. C'est comme une deuxième maison pour tout le monde. Et maintenant, ce pays est la deuxième maison pour des gens du monde entier. C'est pas vrai? Absolument. C'est leur deuxième maison. Tu voyages dans chaque quartier. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Anytime you need it. Magic98.com. Il est magnifique votre camion de pompiers. Oui, nous en sommes très fiers. C'est le plus récent de la brigade des pompiers. Nous sommes contents de le montrer pour le festival. Alors c'est ça le Fall Fest? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Sister Bay? C'est une tradition que nous fêtons tous les ans. C'est la fin de la saison, quand tous les touristes quittent la ville, au début de l'automne. Donc on sort les camions de pompiers, et après il y a les groupes des enfants de la ville. Et si tu as envie, tu peux monter avec moi, ça me fera plaisir. Installe-toi sur le siège passager. Ah, il est magnifique ce camion. Waouh! Et c'est parti pour la parade. Les gens ont vraiment l'air d'être heureux de te voir, hein? Je pense que c'est surtout le camion. Il y a aussi notre mascotte. C'est Sparky le chien. C'est lui qui va dans les écoles, sensibiliser les enfants à la sécurité incendie. La petite mascotte. Qui défile alors aujourd'hui dans la parade? Il y a la fanfare du lycée et des chars des entreprises locales qui distribuent des friandises. Tenez les enfants, prenez des pommes. Quel succès! Oui, les gens nous remercient pour le service que nous leur rendons. Et toi alors, ça fait longtemps que tu es pompier? Plus de 10 ans. Ça doit te faire plaisir d'entendre merci, merci pour ce que tu fais.
Oui, et j'aime être impliqué en tant que pompier. J'adore ça car je me sens utile à la communauté. C'est sympa parce que ça nous donne l'occasion de montrer les camions, sans la pression des urgences habituelles. On conduit juste tranquillement. J'adore ce moment dans la parade. On a aussi un bowling, avec des citrouilles à la place des boules. Ah bah ça c'est original. Merci. Bon, vous connaissez les règles, hein? Oui, normalement je devrais. C'est assez simple. Alors, le bowling Vas-y à fond. avec des citrouilles. Oh là là. Bon, vous en avez eu 3. Pas mal. Trop bête. Vas-y, montre-moi toi si tu sais faire. Vas-y, vas-y. D'accord, je vais essayer. Faut que tu fasses un strike, hein. Elles sont trop glissantes. Ah, presque. Sophie, je voudrais te montrer quelque chose sur le toit. Sur le toit? Sur le toit, oui. Ok. Le toit végétal. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce qu'elles font là, ces petites biquettes? Salut, elles sont jolies comme tout. Mais qui a eu l'idée de les mettre sur le toit pour prendre soin du toit végétal? L'histoire remonte à 1972. Winky Larson, un ami de Hal Johnson, le propriétaire du restaurant, voulait faire paître des chèvres en ville. Hal était à l'hôpital à ce moment-là, et Winky s'est dit que ce serait drôle de mettre ses chèvres sur le toit du restaurant pour lui faire une bonne blague. Et aujourd'hui, peu importe où je vais, quand je dis que je viens de Sister Bay, depuis la Floride jusqu'en Californie, les gens la connaissent comme la ville avec les chèvres. C'est quand même assez unique, hein? Unique, oui. Souvent, les gens me demandent si elles tombent, et ça m'amuse de dire que 5 ou 6 tombent tous les ans. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Elles vont jusqu'au bord, puis reviennent gentiment. Bon, nous aussi, on va faire attention de ne pas tomber. Hein. Quoique je suis avec un pompier, tu pourras me soigner, mais bon. Oh, t'as vu ça? Attention, elles se battent. T'as vu, elle voulait le pousser. Ne bouge pas. Michael, ça fait plaisir de te voir. Je voulais te présenter Sophie. Salut Sophie, content de te rencontrer. J'ai un appel de la caserne, je dois y aller. Est-ce que tu veux bien faire un petit tour avec Sophie, lui montrer les environs? Tu m'abandonnes. Ok, bah merci pour tout. Prends soin de toi aussi, pense à toi aussi. Merci pour tout. Hein. Il faut que j'y aille. Pas de problème. Bon bah, salut. My name is Sophie. Content de te rencontrer. Mais c'est sympa la fête aujourd'hui, hein? Oui, je vis ici et c'est un des meilleurs moments de l'année. C'est un peu fou. Si tu veux, je peux te faire découvrir le coin. Bonne ambiance à Sister Bay. Des 5 grands lacs d'Amérique du Nord, le lac Michigan, 5e plus grand lac au monde, est le seul entièrement situé aux États-Unis. Gelé pendant l'hiver, ses eaux claires lui donnent du printemps jusqu'à l'automne un air de paradis sur Terre. Mais dès que le vent se lève et que la tempête s'annonce, le lac Michigan montre un tout autre visage. Bien plus inquiétant. Ce n'est que le début. Le calme avant la tempête.
Tout au nord de la péninsule de Door County, chaque matin, le ferryboat appareille à destination de Washington Island. Cette île de 800 habitants n'est qu'à quelques kilomètres du continent. Pourtant, la traversée peut se révéler dangereuse. J'ai toujours entendu dire depuis 40 ans que cette région de Door County est la plus grosse concentration d'épaves de la région des Grands Lacs. Il y en aurait 53 juste dans ce coin. Parfois, il y a des températures de moins 30, moins 35 degrés, mais on y va. Bon, ça, c'est les extrêmes. Mais on a souvent des températures de moins 10 degrés. Mais avec le vent, le ressenti est vraiment froid. Et quoi qu'il arrive, il faut naviguer. On n'a pas le choix. Les gens habitent ici et doivent sortir de l'île pour aller chez le médecin, au supermarché, voir la famille. Pour tout, tu as besoin du ferry. Lui, je le vois depuis 40 ans. Non, 43. Oui, 43. Ici, c'est mon siège. Je suis dentiste, je prends soin des dents. Véritable mer intérieure, le lac Michigan serait, dit-on, comme une sorte de triangle des Bermudes. Depuis 2 siècles, beaucoup de bateaux ont disparu corps et biens sans laisser de traces. Malgré les nombreuses fouilles effectuées, beaucoup de bateaux manquent encore à l'appel. Il faut dire que la zone de recherche est vaste, 500 km de long pour 200 km de large et 2600 km de côte. Ça peut être très dangereux, avec des vagues capables d'atteindre 2 à 3 mètres. C'est sûr qu'il y a dans l'océan des naufrages plus célèbres, comme le Titanic par exemple. Mais nous avons les nôtres. Il y a eu beaucoup de naufrages au début du XVIIIe siècle, et beaucoup dont on ne sait rien. Aujourd'hui encore, on trouve des épaves que l'on ne connaît pas. Cette année, on en a trouvé une du côté de la porte de Peninsula. Un bateau disparu il y a bien des années et que l'on ne retrouve que maintenant. En 40 ans de navigation, Charlie en a essuyé des tempêtes. Inlassablement, chaque matin, avant le lever du jour, le vieux pêcheur et son équipage sont déjà sur l'eau. Le lac est un peu agité. Quand on a commencé à pêcher avec Howard Wilberg et tous mes vieux amis, on avait des petits bateaux. Et moi, jeune garçon, j'avais un tout petit bateau. Et alors que majorité d'entre eux ne sortaient pas, par un temps comme ça, moi je sortais. Comme on dit, j'étais un peu orgueilleux. C'est la queue de la tempête. Il y a moins de mer. Le vent est tombé. Le poisson devrait être là. Ici, on n'est que 4 ou 5 pêcheurs pros dans le Wisconsin. À mon avis, pas plus de 25 sur le lac Michigan. Et une centaine dans tous les grands lacs. Ce matin, Charlie et son équipage relèvent les 4 filets qu'ils ont posés il y a quelques jours. Pendant longtemps, les eaux du lac étaient très polluées. Aujourd'hui, la situation s'améliore et le poisson semble être revenu. On a posé ces filets il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. Ça fait 4 jours qu'on ne les a pas relevés. Hier mardi, il y avait trop de poissons dans un autre, donc on a dû laisser celui-ci. On préférait attendre aujourd'hui et avoir du poisson frais pour achalander les restaurants de la région. Ça, c'est une truite du lac. Il y en avait moins quand on a ouvert la voie navigable commerciale. Mais ces dernières années, elles se reproduisent et reviennent après 50 ans d'absence. On ne peut pas les pêcher sauf pour la pêche sportive le week-end. Malgré les années qui passent, Charlie ne semble toujours pas décidé à raccrocher. De toute façon, dans quelques semaines, l'hiver va s'abattre sur le lac et emprisonner ses eaux dans les glaces.
Charlie attendra au port le retour du printemps. Alors les gars, vous m'avez proposé une petite balade dans la forêt, mais avec une arrière-pensée. On cherche quelque chose, hein? Oui, c'est un de nos endroits préférés pour chercher des champignons. Il y a différents types de microclimats ici. C'est parfait pour les champignons. J'aperçois quelque chose ici, ça ressemble à une crinière de lion. C'est un spécimen très rare. Nous sommes très chanceux, il est comestible et pour le manger, il suffit de le faire sauter avec un peu de beurre et du sel. Ah ouais. C'est très bon. Waouh, il remonte en dessous. Parfait. Regarde ça, c'est vraiment un beau spécimen. Tu penses qu'on va en trouver d'autres là par ici? Oui, il y a beaucoup de champignons ici. Garde l'œil ouvert. On va voir ce qu'on peut trouver d'autre. C'est comme une chasse au trésor. Ah, regarde ça. On dirait que c'est un champignon hérisson. Un autre délicieux champignon comestible. Ah parfait. Ah mais tu fais ça bien. Hein. On le reconnaît facilement, car c'est le seul à avoir ce genre d'épines. Et comment t'as appris tout ça, toi, sur les champignons? Le meilleur moyen d'apprendre les champignons, c'est avec d'autres chasseurs. Des gens qui partagent la même passion. Quand tu cherches des champignons, c'est très apaisant. Et aussi très amusant. Et encore là. Ah, dis donc, t'as l'œil. Je les avais pas vus. Regarde, c'est un armillaire, couleur de miel, un champignon délicieux. Tu peux sentir l'odeur de miel. Ah oui, c'est vrai. Voilà ma petite maison et regarde la vue. Pas mal comme vue. Ah ouais. C'est vraiment beau. Et voilà, c'est petit, rudimentaire, mais c'est ma maison durant 4 mois de l'année. Elle est trop mignonne ta petite maison. On peut rentrer? J'imagine que la vie ici est très différente hein, en fonction des saisons. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe? La région de Door County est très intéressante. L'été, c'est très vivant, il y a beaucoup de monde. Les gens viennent de Chicago, Milwaukee, de partout. Ils viennent ici pour profiter de notre lac. La population passe de 200 à 15 000 pendant l'été. Et après le mois d'octobre, il n'y a quasiment plus personne ici. Et nous, donc, on reste ici 4 mois et après l'été, à la fin du mois d'octobre, on vit ailleurs. Moi, à la Nouvelle-Orléans, où j'ai une entreprise de voyage en kayak. Et David, lui, il va... Ah, et moi, je vais du côté d'Austin, où j'ai aussi une entreprise de kayak pour explorer des sources. Et à côté du kayak, on aime naviguer à la voile. Et on a des amis pas très loin d'ici qui ont un bateau. Ce serait génial que tu viennes avec nous demain. La météo s'annonce parfaite. Eh ben, c'est une très bonne idée. Eh ben, on fait ça, je vous suis. Et voilà. Bravo, chef. Il n'y a plus que quelques champignons à se partager, les gars. C'est le bonheur, hein. Une petite poêlée de champignons, une jolie vue, des copains. C'est la belle vie, hein. La belle vie.
Regarde là, c'est le Edith M. Baker, une goélette en bois avec laquelle nous allons naviguer sur le lac Michigan. Mais il est magnifique ce bateau. Tu vas voir, ça va être très sympa. On va vraiment être des marins d'eau douce. Bouchez-vous les oreilles. Waouh! Ça sert à quoi là, ce coup de canon? En fait, c'est un signal. On le fait d'abord parce qu'on l'a et qu'on a le droit. Mais traditionnellement, les bateaux le faisaient avant d'arriver au port, pour montrer que les canons étaient déchargés et qu'ils venaient en paix. Et donc nous poursuivons cette tradition. Généralement, on tire le coup de feu quand on rentre au port. Maintenant, tout le monde en ville attend ça, car nous le faisons à chaque sortie. Ce bateau est quand même incroyable, hein. C'est quoi son histoire exactement? Le bateau a été construit au New Hampshire. Il a donc navigué sur la mer la plus grande partie de sa vie. Et il navigue ici depuis 2012. Il y a toujours eu une longue tradition de goélettes comme celle-ci. Elles étaient utilisées pour transporter des matériaux sur les grands lacs. À la grande époque maritime, en regardant dans cette direction, tu pouvais voir de nombreuses goélettes à l'horizon, qui transportaient de tout, principalement du bois, depuis Green Bay jusqu'à ces îles, et vers ce passage, à la limite de Door County, qu'on appelle la Porte des Morts. Quand les premiers explorateurs français sont venus ici, ils se sont battus avec les Indiens, et ils l'ont baptisé ainsi, à cause des forts courants. Il y a des centaines d'épaves au fond, et c'est un site exceptionnel pour faire de la plongée. C'est un site très réputé. En tout cas, vous avez l'air d'être très heureux hein, tous de vivre ici. Je suis sûre que vous ne changeriez de vie pour rien au monde. Hein. Oui, nous aimons vivre ici. Ma femme aussi aime ce coin. Et quand les gens viennent ici, ils ne veulent jamais repartir, car ils sont bien ici. Donc, on essaie de le garder secret. Voilà, c'est la fin de ces échappées belles entre le Wisconsin et l'Illinois avec le lac Michigan en ligne de mire. J'espère que ces échappées belles américaines vous auront plu. Alors je dois vous avouer quelques coups de cœur, comme avec Anne et ses copines bikeuses qui m'ont permis de commencer le voyage sur les chapeaux de roue. J'ai beaucoup aimé aussi ma rencontre chez Nathalie et Raimé dans leur ferme de Madison. Et puis il y avait aussi le bon pain so Frenchy de notre ami Vincent. J'espère que vous aussi vous avez trouvé votre bonheur. Si vous le voulez, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez revivre ces échappées belles américaines, eh bien, vous avez un moyen très simple, c'est pleuse.fr. Voilà, moi je vous embrasse très fort. Et comme d'habitude, faites de beaux voyages.